Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Je suis Kossi Balao, le président du réseau, et c'est un plaisir pour moi de modérer ce webinaire qui va explorer l'art subtil de raconter la science. N'allez pas trop loin quand on évoque l'art de raconter la science. La science n'est pas seulement réservée aux chercheurs et aux universitaires. Plusieurs sujets du quotidien, plusieurs défis de notre société relèvent de la science ou du moins ont une dimension scientifique. Qu'on parle de santé, d'agriculture, d'environnement, de climat, d'énergie, de l'eau, des technologies ou même des transports, la science est toujours là. Elle est derrière chaque sujet que vous couvrez en tant que journaliste. La science est vraiment partout. Elle peut sembler invisible, mais elle est bien là. Tout touche à la science. Même le sport, les questions de dopage, de performance, de vitesse et de stress, pour ne citer que cela. Ne pas le savoir, ne pas essayer d'expliquer la part de science dans les sujets de vos reportages peut, dans certains cas, vous induire dans la désinformation du public. Ce n'est pas parce que la science est complexe qu'elle ne peut pas être accessible ou qu'on ne peut pas la rendre intéressante. Il faut comprendre comment elle se fabrique, ses méthodes. Une bonne connaissance de la façon dont la science fonctionne est déjà, à mon avis, un premier pas pour bien vous lancer dans sa couverture et raconter des histoires qui captivent votre audience. Comment cela se fait? C'est ce que nous allons découvrir ensemble ou apprendre ensemble au cours de ce webinaire pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Émilie Gillette et Adrienne Ngono. Bonjour Émilie et merci d'être avec nous. Bonjour Kossi et bonjour à tous. Émilie Gillette est journaliste depuis 27 ans. Elle est autrice de plusieurs livres sur la science et les animaux et des fictions pour la petite enfance. Elle collabore régulièrement avec la presse scientifique grand public et la presse spécialisée, notamment dans le domaine de la maïeutique et de la presse équestre, ainsi que la presse institutionnelle, les magazines, instituts de recherche et de fondations scientifiques. C'est un plaisir pour nous que tu aies accepté notre invitation pour partager des expériences avec les journalistes. Merci encore, Émilie. Merci de ton temps. Notre seconde intervenante est Adrienne Ngono. Bonjour Adrienne, comment vas-tu? Bonjour Kossi, je vais bien, merci beaucoup. Adrienne est journaliste. Oui, je t'entends super bien. Adrienne est journaliste scientifique aussi. Elle est la fondatrice du média Science Watch Info. Adrienne Ngono a été membre du comité consultatif du Rainforest Journalism Fund du Pulitzer Center. C'est le réseau spécialisé dans le sport, dans le reportage sur l'environnement et le climat. Elle est également freelance chez Mongabé. Merci Adrienne de participer à cet événement. Merci Kossi. Merci. Pour commencer, on va mettre les pieds dans le plat. Émilie, je pose la question comme ça. Comment bien raconter la science déjà? C'est une question très très vaste. Je pense que pour bien raconter la science, il y a une des choses qui est primordiale, c'est de ne pas oublier que nous ne sommes pas des scientifiques nous-mêmes et nous ne produisons pas nous-mêmes ce savoir-là ou ces découvertes-là. Moi, je travaille sur la santé depuis 27 ans, comme tu l'as dit. Oh. Je ne suis pas médecin et je ne suis pas chercheuse dans le domaine de la santé. Donc, le plus souvent, je raconte des découvertes que je ne maîtrise pas forcément, moi, scientifiquement. Donc, une des premières choses à se dire, c'est qu'est-ce que moi je comprends, qu'est-ce que moi je sais, et surtout, qu'est-ce que je ne comprends pas et qu'est-ce que je ne sais pas. Et commencer par ça et aller trouver des experts qui vont nous aider à comprendre ça et à avoir les bases de ce qu'on veut raconter. Donc, la première chose à se dire, peut-être que les journalistes sportifs maîtrisent les sports qu'ils couvrent, peut-être que les journalistes économiques maîtrisent mais nous, en sciences, on ne peut pas maîtriser. C'est impossible, tout ce savoir-là qui est extrêmement pointu et qui évolue sans cesse. Donc, ne pas hésiter à dire « je ne sais pas » ou « je ne comprends pas » et j'ai besoin d'aide pour comprendre
et interpréter des résultats de recherche, par exemple. Donc, c'est l'importance des experts, vraiment. Adrienne, il est clair qu'on ne peut pas couvrir un article scientifique ou traiter de l'information scientifique sans questionner un expert parce que, en tant que journaliste, ne le maîtrisons pas. Le journaliste scientifique n'est pas un scientifique. Adrienne, est-ce que tu voudrais nous partager un peu comment toi tu couvres la science, des expériences perso ou Adrienne, est-ce que tu es avec nous? Oui, voilà. Oui. Je disais, le journaliste scientifique n'est pas expert, il n'est pas scientifique, il n'est pas médecin, ni environnementaliste, ni autre chose. C'est vrai qu'il y a quand même des journalistes qui passent par une formation avant de faire du journalisme scientifique. On connaît des confrères qui sont experts en chimie, en ceci, en cela. Cependant, pour un journaliste qui doit informer son public sur une nouvelle étude, sur les résultats d'une nouvelle étude, ce qu'il a à faire, c'est de chercher à comprendre cette étude. Et pour comprendre cette étude, il va vers ceux qui l'ont produite. Donc, c'est la démarche qu'il faut suivre. Allez vers les experts et les experts vous donnent l'information que vous, maintenant, rendez accessible à votre public, que vous connaissez mieux, dont vous connaissez peut-être les attentes. Parce que le résultat d'une recherche vient répondre à un problème d'une société. Donc, si le résultat est déjà là, il faut que cette société qui a le problème puisse l'avoir pour pouvoir trouver une solution à ses préoccupations. Et donc, c'est le journaliste qui va apporter cette information qui parfois est difficile à digérer par le public. Il la prend chez le chercheur et il la met à la disposition du public. Si un journaliste prétend expliquer la science, c'est que peut-être que, je ne vais pas dire qu'il est devenu fou, mais peut-être qu'il n'a pas compris ce que c'est qu'un journaliste, ce que c'est qu'être un journaliste scientifique. Voilà ce que je peux dire là. C'est comme ça que je fonctionne. Merci Adrien. Il est clair que le journaliste scientifique, il est avant tout un journaliste, il est journaliste spécialisé en sciences. Maintenant, Émilie, dès qu'on a l'information, on a une étude qui est publiée, donc on a été mis au courant de la publication de l'étude qu'on l'a trouvée lors de nos recherches, et que maintenant on est allé vers ceux qui l'ont produit, les chercheurs. On n'écrit pas pour les chercheurs, mais nous écrivons pour ce qu'on va appeler un public non spécialisé ou le grand public. Maintenant, comment écrire pour se faire comprendre de ce public-là? Alors, c'est la question que tous les journalistes devraient se poser, pas que les journalistes de sciences. Nous, en journalisme scientifique, on pense beaucoup vulgarisation et on pense beaucoup au niveau de compréhension de nos lecteurs, qui peuvent être très différents. Mais en fait, on devrait se poser cette question-là pour toutes les informations. Je ne crois pas que tous les lecteurs aient fait des études d'économie ou de politique internationale. Donc, la question de la vulgarisation et de ce que comprennent ou pas les lecteurs est importante normalement pour tous les journalistes. Mais nous, c'est sûr que quand on écrit pour du grand public, quand on écrit pour la jeunesse, quand on écrit, tu as dit, moi je travaille pour la presse équestre où je vais parler de science, mais c'est un public très particulier. À chaque fois se pose la question de ce que j'appelle les prérequis. Qu'est-ce que les gens savent ou pas? Qu'est-ce qu'ils comprennent ou pas? Et par exemple, les 15 ou 20 premières années de ma carrière, à chaque fois que je parlais d'ADN ou d'ARN, il fallait que j'explique ce que c'était. Maintenant, c'est fini. La plupart des gens savent ce que c'est. Le Covid et les vaccins ARN sont passés par là. On a beaucoup expliqué. Je sais qu'il y a des choses que maintenant le grand public connaît mieux, mais peut-être pas la jeunesse, peut-être pas certains publics particuliers. Donc, il faut toujours se poser la question de moi, quel travail j'ai fait pour comprendre, mais peut-être mon lecteur, il va y avoir soit un travail plus difficile, parce qu'il part de plus loin que moi, soit parfois, finalement, un travail
pas si important que ça, parce que moi, j'écris parfois pour des professionnels, des médecins, et là, c'est l'inverse. C'est à moi d'utiliser le bon vocabulaire technique pour m'exprimer envers eux. Donc, c'est très important de réfléchir à le vocabulaire des lecteurs, peut-être les informations. Est-ce qu'ils ont l'habitude qu'on leur parle de ça depuis des années et c'est bon, ou est-ce que c'est la première fois qu'on va leur parler quand on a découvert, j'espère pas dire de bêtises parce que c'est pas ma spécialité, mais quand on a parlé des ondes gravitationnelles au grand public, la première fois, personne n'avait jamais entendu parler de ça dans le grand public. Donc, il fallait commencer de zéro. Donc, il faut aussi avoir une idée un petit peu de l'historique de tel ou tel sujet scientifique. Maintenant, le grand public est plus sensible aux questions de climat. La biodiversité, pas encore. Donc, le climat, il y a des choses où on peut parler, on peut aller un peu sur du compliqué. La biodiversité, on en parle moins. Il faut faire, on va dire, plus de travail d'éducation sur certains vocabulaires. Mais oui, c'est très, très important. Il n'y a rien de pire que de raconter quelque chose que les gens ne vont pas comprendre. Est-ce que cela veut dire qu'il faut proscrire complètement, totalement le vocabulaire utilisé par le scientifique? Non, moi, j'ai pas envie de prendre mes lecteurs pour des idiots. Et si je peux utiliser des mots un peu techniques, mais en leur expliquant ce que c'est une première fois, et après continuer à expliquer, à utiliser ces mots techniques, allons-y. Il n'y a pas de raison de. C'est pas des enfants. On n'est pas obligé d'utiliser du vocabulaire beaucoup trop simple et puis à trop simplifier. Parfois, on fait des erreurs et il y a des mauvaises informations qui passent. Donc, ne prenons pas nos lecteurs pour des idiots. Ils sont tout à fait capables de comprendre des choses très complexes si on prend le temps de le faire. Voilà. Adrienne, tu as écouté Émilie tout à l'heure. Elle a parlé des médecins pour lesquels, par exemple, elle écrit les médecins. On est tous d'accord qu'ils ont un certain niveau de compréhension de certains sujets, de certains termes aussi. Mais est-ce que cela veut dire que déjà, pour commencer bien raconter la science aussi, il faut connaître son audience? Quelle est la part de la connaissance de l'audience dans l'écriture? Tout à fait. Il faut connaître son audience, il faut connaître son public. Et moi, je dirais, en science, on dit que, en fait, on a souvent dit que la répétition est la mère de la science. Je pense que, connaissant nos publics ici, il faut toujours chercher à expliquer. Il faut toujours amener l'explication dans son texte. Et faire des rappels historiques, comme elle a dit, c'est aussi important. Donc, on ne va pas édulcorer le message du scientifique. On fait le travail avec son accompagnement. Quand il y a des thèmes qu'on ne comprend pas très bien, dont on n'est pas sûr de la compréhension du public, on lui demande d'expliquer en mots faciles et on les emploie en expliquant. Donc, on ne peut pas complètement sortir les thèmes scientifiques d'un article parce qu'on veut contenter le public. Sinon, il n'aura plus de sens pour le chercheur qui a pris la peine de nous accorder l'interview. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est le chercheur parle et quand il parle, on lui demande de faciliter, de simplifier le langage. On utilise ces expressions en les simplifiant aussi pour que notre public soit au même niveau de compréhension que peut-être que nous avons eu, nous qui avons rencontré le chercheur en face. Parce que quand le journaliste va pour faire une interview avec un chercheur, il a cet avantage qu'il a ce chercheur en face de lui. Donc, il peut tout lui expliquer. Il faut aussi que son public bénéficie de ces explications-là. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il prend l'information chez le chercheur, il doit tenir compte de celui qui va l'écouter ou bien le lire ou le regarder. Donc, c'est un peu cela. Et moi, je suis pour qu'on ramène toujours l'explication parce que les sujets, quelquefois même, nos publics varient. On peut gagner
en notoriété, j'allais dire quoi, en audience, on peut gagner en audience. C'est-à-dire qu'on peut écrire un article ou bien on peut faire un reportage radio ou télé et qui est suivi par certaines personnes qui peuvent vous recommander à leurs amis. Et ces amis-là n'auront pas eu la chance d'écouter le travail que vous avez fait avant. Donc, il faut toujours penser au nouveau public, à vos nouveaux lecteurs. Donc, essayer de simplifier le langage en tenant compte de cette réalité-là. Émilie, est-ce qu'il y a des compétences qui aident à pouvoir simplifier le langage lorsqu'on écrit pour un public non spécialisé? Est-ce qu'il y a des compétences comme ça qui aident les journalistes? Alors, j'aime beaucoup ce qu'a dit Adrienne et je suis très d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Je sais pas s'il y a des compétences particulières. Moi, donc Adrienne dit non. Effectivement, on a la chance d'aller pouvoir rencontrer ou interviewer ces chercheurs et de leur poser des questions. Moi, sans faire vraiment exprès, mais très souvent dans mes interviews, il arrive un moment où je dis, je vais peut-être poser une question bête, mais il faut que je vous la pose. Et j'hésite pas à dire ça. Parfois, c'est un peu de la provocation, parce que je sais qu'elle est peut-être pas si bête que ça. Parfois, c'est vraiment, je suis pas sûre, et ça se trouve, je dis une énorme bêtise, mais c'est pas grave, en fait. J'ai pas peur de poser des questions qui peuvent être idiotes aux chercheurs. C'est pas grave, j'ai rien à leur prouver à eux. Et si moi, ça me permet de mieux comprendre mon sujet, c'est très, très important. Je pense que plus qu'un savoir scientifique, moi j'ai fait des études de biologie, mais c'est il y a très très longtemps. Et quand je les ai fait, on parlait pas de clonage, on parlait pas de cellules souches, on ne parlait pas de vaccins ARN, on parlait pas de tout ce qui fait l'actualité aujourd'hui que je couvre. Donc j'ai pas appris ça pendant mes études. C'est pas grave. Par contre, ce que j'ai appris pendant mes études, c'est la démarche scientifique, la notion d'incertitude, la notion d'hypothèse, d'expérimentation. Donc, je sais comment travaillent les scientifiques. Et c'est ça qui est utile et qui est intéressant. Mais c'est pas grave si on n'a pas fait d'études scientifiques. Voilà. J'ai pas fait d'études de médecine. Je peux parler de santé quand même. J'ai pas fait d'études d'astrophysique. Je peux parler d'ondes gravitationnelles, même si c'est un peu plus dur. Et la compétence, c'est vraiment de se dire, est-ce que moi, d'abord, je comprends de quoi on me parle? Voilà. Et souvent aussi, ce que je fais beaucoup, c'est que je reformule avec le scientifique lui-même. Quand il m'a expliqué, je lui dis comment moi j'ai compris la chose, avec des mots peut-être un peu plus simples ou en enlevant certains concepts un peu trop compliqués ou qui sont pas intéressants pour du grand public. Et je lui dis voilà, est-ce que si je le dis comme ça, est-ce que si je le raconte comme ça continue à être juste? Pas forcément peut-être les mêmes mots que vous utilisez, mais est-ce que c'est juste ou pas? Et donc, je m'appuie beaucoup sur les experts pour ça. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de comment fonctionne la démarche scientifique, la notion d'incertitude ou d'hypothèse que vous venez d'évoquer? Parce que quand on parle aussi de la couverture des questions de science, il est important pour le journaliste de comprendre comment le savoir se fabrique, comment la science elle fonctionne. Est-ce que on a un peu de temps ou est-ce qu'on a envie de dire deux mots sur je peux en dire scientifique? Un ou deux mots. En fait, il y a pas très longtemps, j'étais à une conférence du Conseil de déontologie des journalistes en France. Et il y a quelqu'un qui a fait une remarque qui était très très intéressante et qui disait les chercheurs, les journalistes et les juges, ces trois professions-là, leur travail, c'est de s'approcher au plus près de la vérité. Et ces trois professions qui sont aujourd'hui très menacées, notamment dans certains pays comme les États-Unis, voilà. Et moi, j'avais jamais fait ce parallèle-là. Jamais je me serais mis au même niveau que des juges ou des scientifiques, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et il a bien dit, on n'est pas là pour dire la vérité. On est là pour essayer de s'en approcher. Et parfois, on y arrive, chacun à notre façon, et parfois, c'est compliqué, et parfois, cette vérité, elle est mouvante. Et
Donc, savoir comment se produit la science, comment travaillent les chercheurs, le fait que d'abord on formule des hypothèses, que ensuite on met en place des expériences pour vérifier ou pas ces hypothèses, et que ensuite on en tire des conclusions, tout ça dans un contexte où des gens ont déjà travaillé sur ces sujets-là ou pas, c'est très important pour comment je vais rendre compte de ces résultats. Voilà. Quand il y a une étude qui sort, il faut savoir ce qui a déjà été fait avant, si il y a déjà des choses qui ont été prouvées avant, si il y avait avant que des questions et pour la première fois on arrive à répondre à une de ces questions-là ou pas. C'est pour ça que je pense que plus que être expert en chimie, en biologie, en astrophysique, ça c'est pas très important. Il vaut mieux savoir qu'on n'est pas expert d'ailleurs. Par contre, savoir comment travaillent les chercheurs pour comprendre comment ils produisent du savoir ou ils essayent de s'approcher de la vérité, c'est important parce que c'est aussi très intéressant de raconter ça au public. Il n'y a pas que la découverte, il y a aussi comment elle s'est faite. Adrienne, tu es aussi la fondatrice, rédactrice en chef de ton média Science Watch Info. Est-ce que tu voudrais nous dire comment est-ce que les journalistes peuvent bien rendre compte de la science? Lorsque, par exemple, on a en face de soi une étude scientifique, Émilie vient de le dire, il faut savoir, il faut avoir un peu de notion sur l'état de connaissance, sur la thématique qui a été faite en amont. Mais à partir de là, comment le journaliste se prend-il pour bien rendre compte de la science? Si vous avez des outils, n'hésitez pas. Et aussi aux participants qui nous suivent dans le groupe Facebook, le groupe privé du forum, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et ceux qui nous suivent via Zoom aussi, participez à l'échange. Si vous avez des questions, des apports aussi à apporter, n'hésitez pas. Ce webinaire se veut vraiment participatif. Adrienne, comment bien rendre compte de la science? Oui, merci. Nous évoluons dans deux contextes différents, Émilie et moi. Moi, je suis en Afrique. Alors, mon public voudrait que le résultat de la recherche lui apporte quelque chose de positif dans son quotidien. Donc, il faut que le journaliste, quand il va rencontrer l'expert, essaie de comprendre si si un tel travail a déjà été réalisé auparavant, ce que l'expert veut vulgariser, ce que l'expert veut vulgariser apporte comment j'allais dire, comme nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qu'il veut vulgariser? De nouveau, déjà pour lui, et pour la communauté scientifique, et nouveau pour la population, pour notre galaxie. De nouveau, je dis nouveau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau d'abord pour la communauté scientifique? Si une telle étude avait déjà été réalisée, qu'est-ce que lui, il apporte de nouveau pour la communauté scientifique? Et puis, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau pour mon public à qui je vais raconter l'histoire? Donc, dès que j'ai trouvé ce qu'il y a de nouveau, il faut que, surtout pour mon public, il faut que je le lui fasse savoir. Que l'expert veut... Pardon? Il y a quelqu'un qui parle en français. Il faut que je fasse savoir à mon public ce que cette étude-là va lui apporter de nouveau. Et comme je disais, nous sommes dans deux contextes différents. Ici, en Afrique, particulièrement, et dans mon pays, le Cameroun, les gens ont encore des problèmes de sécurité alimentaire. Si les chercheurs mettent sur pied, disons, une nouvelle variété de céréales, il faut que le public à qui je vais raconter l'histoire sache quels sont les avantages de cette nouvelle variété en termes de résistance, par exemple, aux maladies, résistance au changement climatique, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus il fait chaud. Si donc on sème ce maïs, combien de temps va-t-il faire avant de produire des fruits? Il faut qu'il sache pour qu'ils comprennent que ce nouveau maïs peut lui apporter plus de bénéfices que l'ancien qu'il a souvent sémé. Donc, voilà un exemple que je prends. Donc, il faut
quelquefois, il y a plusieurs manières d'intéresser le public. On peut, comme je dis souvent, et c'est là où on parle parfois des genres journalistiques. La semaine dernière, les panélistes de l'échange l'ont abordé, en l'occurrence Agnès qui était là. Vous pouvez, à une anecdote, entrer dans votre article, pour nous autres qui écrivons, qui sommes dans la presse écrite, une anecdote, vous pouvez accrocher le lecteur par une anecdote sur la recherche, raconter peut-être comment les populations ont souffert l'année dernière parce que à cause du soleil, le maïs qu'ils avaient semé n'avait pas produit. Mais cette fois-ci, tel institut a compris et voilà qu'il a multiplié une nouvelle variété de maïs qui va peut-être raccourcir aussi, qui est au cycle raccourci, qui résiste plus au soleil, qui fait ça. Vous présentez donc ce produit comme ça en entrant par ce qui va intéresser le public, parce que le public, lui, il veut, comme on dit souvent, il veut voir ces problèmes être résolus. Quand il y a un article, les fiches techniques que présentent souvent les journaux spécialisés, il faut qu'il se reconnaisse dedans et qu'il voit la solution au problème qu'il est en train de vivre. Vous pouvez même décider de présenter ce chercheur-là, faire le portrait du chercheur en incarnant cette information et en revenant sur ses travaux, en présentant ce nouveau travail. Vous pouvez, pourquoi pas, servir au public une interview simple de ce chercheur qui explique, parce que dans l'interview, il va expliquer, il va aller en profondeur, comme Émilie l'a si bien dit, vous poser des questions bêtes auxquelles il va répondre. Donc, le public va lire ces questions-là, ou bien il va écouter. Si c'est une interview qui passe à la télé ou à la radio, il va écouter. Merci beaucoup, Adrienne. Nous avons déjà une question dans la boîte de chat, mais avant de poser cette question, Émilie, est-ce qu'il y a des sujets qui peuvent être difficiles à rendre captivants? Je sais que vous travaillez dans le domaine de la santé, mais votre article, par exemple, sur le microbiote, est-ce que c'est pas difficile, par exemple, de rendre intéressant ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des sujets, en fait, qui échappent, en fait, et qui sont, est-ce qu'il y a des domaines, en fait, des sujets qui sont plus difficiles à rendre plus captivants pour le public? Alors moi, je travaille beaucoup sur la santé et l'alimentation et donc j'ai les mêmes soucis qu'Adrienne. Mon lecteur, il veut des réponses pratiques et il veut à la fin de son article se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je change ma façon de manger, donc c'est pas très difficile. Et même sur le microbiote et même sur des sujets parfois un peu pas très sexy. Pour moi, c'est pas difficile. Ce que je trouve plus difficile, c'est quand on sort du domaine de la santé ou de l'alimentation ou de l'agriculture. Et je fais pas souvent ça, mais faire part de découvertes en mathématiques ou en astrophysique, comment arriver à ce que ça soit pas que du divertissement, mais vraiment une information qui peut intéresser le lecteur ou à la télévision. Et Adrienne a commencé un petit peu à parler de ça. Et je pense que pour le coup, c'est vraiment plus une histoire de format. Ouais. Alors d'abord, il y a quand même essayé de dire à quoi ça sert de travailler sur les mathématiques, à quoi ça sert de travailler sur l'astrophysique. C'est pas juste la beauté de la science. J'espère qu'il y a un but un peu concret derrière. Donc, essayer de comprendre ça avec les experts qu'on a. Mais après, je pense que utiliser des formats différents, faire des portraits des chercheurs, Adrienne l'a dit, parfois sur des sujets qui sont peut-être pas, le sujet en lui-même, il n'est pas très intéressant, mais le parcours de ce chercheur, parce que il a vécu des choses peut-être petites, parce qu'il a une vie privée particulière, parce que ses travaux l'emmènent à faire des voyages ou des rencontres incroyables. C'est aussi un autre moyen de raccrocher sur la science. Quand on peut, quand c'est de la science qui se fait sur le terrain et pas dans un laboratoire avec des petits tubes et voilà,
aller sur le terrain avec les chercheurs, si on peut. C'est juste des expériences incroyables et c'est des aventures incroyables à raconter aux lecteurs, même si le cœur même de la recherche les concerne un peu moins. Mais voilà, leur raconter comment travaillent les chercheurs. Et puis aussi, raconter les échecs. Voilà. Je trouve que il faut savoir dire que la science, elle n'est pas toute puissante et qu'elle réussit pas tout ce qu'elle fait. Oui, les publications scientifiques, en général, c'est des découvertes, c'est des choses en plus. Mais derrière ça, il y a beaucoup d'échecs. Derrière ça, il y a beaucoup de difficultés. Derrière ça, il y a parfois des choses qu'on croit vraies et puis quelques années après, finalement, on va se rendre compte qu'on s'est trompé. Raconter ça, je trouve que c'est très sain, voilà, de montrer aux lecteurs et au public que ça se fait petit à petit, ça n'est pas sans difficulté, et peut-être parfois c'est des parcours qui sont inspirants pour les gens dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, voilà. Après, les sujets, pour moi, il n'y a pas de sujet difficile pour les lecteurs, il y a des sujets difficiles pour les rédacteurs en chef. C'est-à-dire que parfois, il y a des sujets que j'ai envie de traiter, je pense que ça intéresserait les lecteurs, mais ça n'intéresse pas les rédacteurs en chef. Et ça, c'est difficile. Voilà. Et ça, si nous, avec la JSPI, donc l'Association française des journalistes scientifiques, début avril, on va faire une conférence là-dessus sur comment arriver à vendre des sujets sur la biodiversité au rédacteur en chef d'abord, et après intéresser les lecteurs. Mais d'abord, il faut convaincre son rédacteur en chef. Nous avons une question d'une participante. J'aimerais savoir comment intégrer les nouveaux outils de vulgarisation de l'information, les captures vidéo, podcasts, data visualization, fact-checking, OSINT. J'aimerais savoir comment intégrer ces nouveaux outils de vulgarisation pour innover en matière de journalisme scientifique. Je ne sais pas si Adrienne ou Émilie se sont aptes à répondre à cette question. Alors moi, je peux commencer, mais je suis pas très bonne là-dessus. Moi, j'utilise pas beaucoup ça parce que je suis une vieille journaliste. Pardon. Et du coup, moi, je suis pas familière, mais je consomme beaucoup de ces formats-là et je trouve ça fantastique. C'est une façon de renouveler la façon de parler science qui est géniale. Si vous avez l'occasion de regarder le magazine français Epsilon, le magazine de science, ils font énormément de data visualisation, par exemple, et c'est absolument génial. Ils ont fait entrer ce travail-là. Autrefois, on faisait des infographies qui n'étaient pas très intéressantes. Là, ils font des trucs incroyables. Et donc, de travailler sur ces nouveaux formats-là, si on sait, en tout cas, si on a envie, c'est génial. Il faut se former, il faut le faire. Okay, Adrien, tu voulais dire quelque chose aussi? Je voulais dire que ces outils sont des outils de vulgarisation de l'information. Et je voudrais préciser ici que l'information scientifique n'est pas différente de l'information simple. Je vais dire classique. Hein. On a dit, je crois Émilie l'a dit, on doit bien raconter l'information, c'est tout. Donc, si vous pouvez utiliser ces outils de manière vraiment efficace, ce sont des outils qui captivent d'ailleurs le lecteur. Vous allez voir, vous allez remarquer que lorsque quelqu'un produit un article et qu'il fait un reportage multimédia, il est plus suivi que celui qui fait le style qu'on fait depuis des années, Émilie et moi, ça dit que un test photo, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui ont l'art de bien raconter. Quand ils écrivent un article, vous lisez du début à la fin, ils vous captivent. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire et avec ces outils-là, ils embellissent l'article, ils rendent l'article attractif, attrayant et le lecteur, ou je parle toujours du lecteur parce que moi je suis de la presse écrite, je crois que c'est intéressant. C'est intéressant. Je dois dire que ceux qui travaillent, par exemple, dans le domaine de
l'exploitation forestière pour bien expliquer à quelqu'un, au lecteur, comment peut-être une forêt a été dévastée. Il faut pouvoir faire la visualisation. Et on a des organisations avec lesquelles on travaille, et la société civile, qui régulièrement nous forment ici au Cameroun. Ceux de mes consoeurs et collègues et confrères qui sont mis vraiment, utilisent déjà très bien les cartes, les camemberts et ainsi de suite, pour montrer le fléau, comment le fléau est vraiment en train de grimper au Cameroun, pour ce qui est des forêts particulièrement. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Si tu, comme Émilie l'a très bien, si tu veux bien les utiliser, pourquoi pas? C'est intéressant. Je pense aussi qu'il faut être à l'écoute de ses lecteurs. En fait, aller à la rencontre avec les lecteurs, savoir vraiment ce qu'ils attendent du média, est-ce qu'il y a des formats qui les intéressent et essayer encore une fois de trouver des moyens pour expliquer. Je pense que ce ne sont pas de raconter la science, c'est de transformer une information en une histoire qui soit compréhensible, qui soit intéressante. C'est au-delà de l'information, donner du sens en fait, du contexte à l'information scientifique. On a une question adressée spécialement à Émilie. La question nous vient de Jean Bessan. La question est dit ceci. J'ai une fois été confronté au problème d'incompréhension avec mon rédacteur en chef. Malheureusement, j'ai fini par laisser tomber le sujet. J'aimerais qu'elle me donne des secrets dans ce sens. Je pense, Émilie, qu'au cours de votre carrière, vous êtes confronté à ce problème, un rédacteur qui non pour un sujet. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez partager aux confrères Jean Bessan? Alors, ça m'est arrivé beaucoup de fois et je pense qu'il y a deux techniques différentes. Il y a ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Moi, il y a des sujets que j'ai proposés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Le même sujet? Le même sujet. Le même sujet. Parfois, j'ai des rédacteurs en chef qui m'envoient des mails en me disant, on va faire notre conférence de rédaction. Est-ce que tu as des propositions? Eh ben, en fait, je mets toujours la même liste et je rajoute deux, trois nouveautés. Mais je remets à la suite ce que j'avais déjà proposé le mois d'avant et ce que j'avais et j'insiste. Et parfois ça passe. Et parfois ça passe parce que c'est terrible à dire, mais parce que peut-être j'avais proposé un sujet trop tôt et qu'il y a des rédacteurs en chef qui osent pas, et parce qu'ils ont vu que ça avait été traité ailleurs, ils se disent ah bah oui, du coup nous aussi il faut qu'on en parle. Donc c'est dommage parce que du coup c'est après d'autres gens. Et donc voilà, ne pas hésiter à répéter quand c'est pas quelque chose de trop chaud dans l'actualité. Et puis l'autre technique, c'est que de temps en temps, moi je donne des cours parfois dans des écoles de journalisme, et ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'il n'y a pas de mauvais sujet, ça n'existe pas. Tout peut être intéressant, et on a 15 000 idées par jour quand on est journaliste. Par contre, il y a des sujets qui n'arrivent pas au bon moment, ou parce qu'on n'a pas trouvé le bon angle, ou pour moi qui suis pigiste et qui travaille avec plein de supports différents, parce que je l'ai pas proposé à la bonne personne. Voilà. Donc si ça marche pas, eh ben peut-être qu'il faut que je travaille avec un autre angle et que j'aille le proposer à un autre média et à un autre moment. Voilà. Mais quand c'est des sujets où moi je me dis, moi j'ai envie d'avoir la réponse à ma question et d'aller questionner des experts, je pense, j'ai l'orgueil de penser que je suis pas toute seule, qu'il y a peut-être d'autres lecteurs qui aimeraient bien l'avoir. Donc j'insiste. Voilà. Adrienne, toi, tu as ici le profil de la rédactrice en chef. Donc, c'est vous qui souvent refusez les sujets. Dites-nous pourquoi. Merci beaucoup. Moi, je ne refuse pas les sujets. Je peux peut-être voir que l'angle ne correspond pas à la ligne éditoriale, proposer une orientation du sujet à celui qui me l'a apporté. Je ne rejette pas les sujets. Et comme Émilie l'a si bien dit, il y a des moments où, même moi, ça m'arrive, où je ne trouve pas le bon angle. Mais le sujet, il est là, le problème, il est là, puisque je suis pigiste. Le problème est là, mais je le pose très mal. Je ne vends pas mon idée. Et c'est normal que le rédacteur en chef rejette cela.
Et ici, dans notre contexte, nous avons des problèmes sur des braconnages et autres. Quelquefois, le rédacteur en chef peut refuser parce qu'il voit que traiter ce sujet peut être un danger pour celui qui l'a traité ou bien pour le journal. Parce que assez souvent, ceux qui alimentent ces trafics-là sont des gens qui ont des bras longs, comme on dit ici, des bras longs. Et du coup, le rédacteur en chef, qui est quelqu'un on dit souvent qu'il faut être, comment j'appelle, cultivé. C'est-à-dire quand un sujet arrive, il faut pouvoir savoir quelles sont les répercussions que son traitement peut avoir. Il peut simplement le refuser à cause de ça. Il peut aussi le refuser, ça je vais le dire ici, parce que les personnes qui sont concernées par le problème l'ont vu, comme on dit, l'ont vu, ou bien ils entretiennent des bonnes relations avec ces personnes-là. Si c'est surtout ça va écorner leur image, il te dit non, il faut laisser tomber. Donc, moi, ça m'est déjà plutôt arrivé que on refuse mon sujet pour certaines raisons, celles que je viens d'évoquer là. C'est-à-dire que la proximité du rédacteur en chef avec la personne qui est concernée, l'acteur principal dans le sujet. Et là, je parle des sujets concernant l'exploitation forestière, minière, la conservation de la biodiversité. Donc, les gens qui violent souvent les lois en cette matière-là sont généralement des gens qui ont la même mise sur certaines rédactions ici. Ça fait que même si vous ramenez le sujet 10 000 fois, et il y a des groupes de rédacteurs en chef qui s'entendent. Et même si vous l'envoyez chez quelqu'un d'autre, il ne va pas passer. Voilà. Adrienne, vous dites aussi dans la conversation qu'on a eue avant ce webinaire qu'on peut avoir un bon sujet, mais si on le raconte mal, il perd de sa pertinence. Vous dites aussi que c'est important que les journalistes puissent couvrir des sujets aussi qui concernent le public ou qui intéressent le public. Mais quand on parle de raconter la science, est-ce qu'il y a des temps aussi indiqués dans la narration? On parle aussi de narration scientifique. Est-ce qu'il y a des temps qui sont indiqués? Je pense que c'est quelque chose sur laquelle tu insistes, non? Oui, quand on raconte une histoire, il y a le temps, il y a le présent. Il faut la raconter à un temps qui ne va pas vous poser beaucoup de problèmes vous-même. Lorsqu'il faut conjuguer les verbes à des temps un peu compliqués, c'est pas facile. Pour bien raconter une histoire, je pense que le présent de l'indicatif est le temps par excellence qui peut faire comprendre, qui peut faire passer facilement le message et qui peut facilement aider le public à comprendre ce que vous voulez dire. Et je disais, oui, il faut comprendre qu'on peut avoir un très bon sujet, mais on le raconte mal. Et quand on renvoie la copie au rédacteur en chef, il met de côté parce que lui-même, il ne comprend pas ce que vous voulez faire. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment que le journaliste utilise tout ce qui est à son niveau pour pouvoir bien vendre son sujet, à travers un report, une écriture, j'allais dire un reportage bien mené, avec des sources, avec des informations qu'il a bien vérifiées, qu'il a bien recoupées, ainsi de suite. Et Amélie disait tout à l'heure je sais pas, elle a un peu effleuré la question. Parfois, bon, vous pouvez avoir une information scientifique, ne la prenez pas pour agent comptant. C'est pour ça que dans d'autres rédactions, dans les rédactions d'ailleurs, il faut toujours le contradictoire. Il faut toujours aller voir, aller vérifier, aller voir, même lorsque vous recevez une étude scientifique qui a été validée, repartez vers ceux qui ont mené l'étude pour qu'ils vous expliquent vraiment dans quel contexte ils ont décidé de faire cela, pour quels résultats, ainsi de suite. Et si vous pouvez, vous voyez d'autres personnes
Bon, il peut ne pas avoir du contradictoire, mais ces personnes-là vont peut-être appuyer ce que ces chercheurs-là ont trouvé comme résultat. Donc, et je dis toujours, pour un article scientifique, on ne se presse pas. On prend tout son temps. Et parce que si on se précipite et qu'on ne travaille pas bien, vraiment, vous fermez carrément la porte du chercheur là. Il ne vous prend plus au téléphone. Bon, parfois, il t'adresse même un droit de réponse et c'est pas bien quand un journal se retrouve avec les droits de réponse. Il faut prendre son temps, expliquer à son rédacteur en chef chaque fois qu'on a une difficulté, lui dire, même à ses confrères ou ses collègues, voilà, j'ai une difficulté à tel niveau, je voudrais rencontrer tel, est-ce que toi, tu as son contact, est-ce que tu peux m'aider? Il peut même aller faire le travail à ta place et puis il vient simplement te remettre. La collaboration est aussi importante, c'est vrai, peut-être que je suis allée un peu trop loin. Tu as ton micro coupé, Kossi. Désolé, je savais pas que mon micro était coupé. Je disais, Émilie, toi tu écris pour les jeunes ou pour la jeunesse. Et si tu devrais réécrire par exemple ton article sur le microbiote aux enfants, est-ce que tu le ferais autrement? Oui, très probablement. Alors, je voudrais juste rebondir sur deux choses qu'a dit Adrienne. J'ajouterais qu'il y a un deuxième temps qui est extrêmement important quand on parle de la science, c'est le conditionnel. Voilà. On peut parler au présent de l'indicatif, mais moi, j'utilise beaucoup du conditionnel parce que beaucoup de découvertes ou de résultats scientifiques demandent confirmation ou par exemple quand on parle de recherches qui sont faites chez la souris, chez des mouches drosophiles, etc., il faut que ça soit confirmé pour qu'on dise que ça peut être intéressant chez l'homme et tout. Donc moi, j'utilise beaucoup le conditionnel, même si mes rédacteurs en chef, ils aiment pas trop ça. Mais ça me semble essentiel. Et sur l'histoire des experts, je pense que c'est... Et donc, il y avait une question dans le chat de Victoire qui dit que parfois, c'est difficile de parler de recherche quand les centres de recherche sur lesquels qui sont dans le pays sont financés par des organisations internationales et parfois avec des connotations politiques. L'importance du contradictoire. Le contradictoire, ça ne veut pas forcément dire une idée qui est contraire. Mais il faut aller chercher des opinions et des explications qui peuvent être extérieures. Et c'est très difficile de trouver, selon les thèmes, l'expert qui connaît aussi bien le sujet, mais qui n'aura pas travaillé sur cette découverte-là et qui n'a pas intérêt à dire non, c'est un mauvais travail scientifique ou oui, c'est un bon travail scientifique. Mais il faut essayer de faire cet effort-là, de trouver des gens qui connaissent bien le thème. Donc ça, c'est important déjà. Et qui vont pouvoir dire, bah oui, ce travail-là, il est intéressant, même si moi, j'ai pas participé. Parce que, ou, bah non, en fait, ce travail-là, il a pas grand intérêt parce que, et essayer de comprendre aussi si eux, ils ont des conflits d'intérêts quand ils racontent ça, etc. Donc c'est difficile, c'est aussi difficile en France et en Europe parfois de trouver des experts qui n'ont pas des conflits d'intérêts ou des liens d'intérêt avec les travaux sur lesquels ils travaillent. Mais on peut pas interviewer que le chercheur qui a produit le résultat. Sinon, évidemment, lui, il a intérêt à promouvoir son travail. Et une dernière chose, et après je réponds à ta question aussi, je vous ai partagé dans le chat un lien d'un outil que moi j'ai découvert il y a pas longtemps et que je trouve très intéressant, qui s'appelle la boussole des besoins du public. Et en fait, c'est les rédacteurs en chef plutôt de presse locale, donc de presse régionale, qui utilisent ça pour essayer de faire des articles qui intéressent plus leurs lecteurs. Et ça permet de réfléchir à quel angle je vais utiliser quand je vais faire mon article. Et je pense que c'est très intéressant ça quand on fait du journalisme scientifique, parce que il y a l'angle de est-ce que juste j'explique des faits et mon lecteur va avoir de la connaissance en plus? Est-ce que je suis là pour amener un divertissement? Et oui, parfois la science, ça peut être rigolo et ça peut être juste des pages un peu
à la fin des magazines pour de l'info qui détend un peu et qui change un peu des infos dramatiques internationales ou climatiques, etc. Ça peut être du journalisme de solution et presque on peut appeler ça du journalisme de service où vraiment on apporte des informations utiles pour les lecteurs. Voilà. Et donc elle existe en français cette carte-là et je pense que sur la page que je vous ai partagée, il y a moyen de la télécharger et je la trouve et c'est très bien expliqué, c'est très bien décrit et ça permet vraiment de se poser la question de voilà comment je vais présenter une info donc une info scientifique à des lecteurs et de façon intéressante ou utile ou quoi. Et après, alors parler microbiote pour des enfants, c'est hyper simple. Pour le coup, c'est pas ça qui est compliqué pour moi. C'est des petites bêtes qui vivent dans leur ventre. C'est génial de leur dire qu'ils ont plus de bactéries dans leur ventre que de cellules dans leur corps et que si elles n'existaient pas, ces bactéries, ils pourraient juste pas digérer et pas vivre correctement et pas se protéger contre les maladies et tout ça. Moi, je trouve ça génial. Les enfants, ils ont pas d'a priori. On peut leur parler de tout. Juste, il y a un travail considérable de mise à niveau et de vulgarisation. Mais après, eux, ils ont aucun a priori. C'est plus facile de raconter la science à des enfants qu'à des rédacteurs en chef. Nous avons une question parce que le débat sur le ton devient un peu intéressant. Déjà, je vois Babacar Sen qui demande à Émilie est-ce que peut-on à Émilie Gillet sur l'utilisation du conditionnel dans le traitement de l'information scientifique. Il y a deux choses. La première question, c'est est-ce qu'on peut humaniser l'information scientifique déjà? Oui, il faut parler des gens qui font ça. Il faut parler de comment ils travaillent, des difficultés parfois, du temps long. Parfois, il faut dire qu'un résultat qu'on présente, ça fait 15 ans qu'ils travaillent là-dessus, ce qui est assez fou. Bien sûr, il faut mettre de l'humain là-dedans et c'est pas que une histoire en santé ou voilà, il faut absolument parler des chercheurs. Moi, je trouve ça super intéressant et les gens n'ont pas l'habitude. Ils savent pas forcément donc humaniser, essayer au maximum absolument. Moi, je sais par exemple que j'essaye de pas interviewer que des hommes, de pas interviewer que des vieux et de pas interviewer que des gens qui sont à Paris parce que je veux montrer que la science en France, elle se fait partout, même dans des plus petites villes et dans des plus petites universités et que parfois des jeunes chercheurs ou des femmes travaillent sur des sujets très compliqués et qui font ça aussi bien que des vieux hommes blancs. Voilà. Et pourquoi le conditionnel ? Parce que beaucoup de résultats de recherche ne sont valables que dans un cadre précis qui est comment on a produit cette découverte-là. Et donc, quand on a découvert un marqueur de la maladie d'Alzheimer chez la souris, eh ben, je dis que peut-être on aurait découvert un marqueur de la maladie d'Alzheimer qui pourrait être intéressant chez l'homme. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Si je dis qu'on a mis au point un nouveau maïs qui peut résister à des températures plus élevées l'été, je vais dire que qui peut, pour l'instant, dans les conditions d'expérimentation du champ de tel pays, ça a donné ça. Mais est-ce que ça sera la même chose dans tous les pays et dans toutes les conditions ? Je ne sais pas. Donc, oui, du conditionnel. Attention à pas donner de faux espoirs. Voilà. Ça, c'est très important. Est-ce que le conditionnel n'est pas un peu risqué? Est-ce que le conditionnel, lorsqu'on l'utilise, est-ce que là, on n'efface pas la certitude? Est-ce que c'est le journaliste qui l'utilise ou est-ce que on peut, par exemple, dire, prenons le cas d'une étude sur je vais parler de n'importe quoi, de la réduction de la chaleur et qu'on va dire peut-être que selon telle université, voilà, la chaleur va être réduite parce qu'on vient selon une étude, voilà, préliminaire ou c'est qu'on a fait sur une question de santé, un essai clinique. Est-ce que par exemple dans la phrase,
ces éléments ne permettent pas de réduire un peu l'incertitude en montrant que ce n'est pas le journaliste en fait qui affirme, mais la certitude, elle vient. D'où vient l'info? Elle vient de telle étude qui a été réalisée dans tel circonstance pour que quand on dit conditionnel, ça sent un peu, voilà, que les journalistes scientifiques puissent comprendre puisqu'ils n'ont pas avec des preuves et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je dis conditionnel parce que j'ai travaillé pendant le Covid et que j'ai écrit des articles pendant le Covid et que lundi, on disait l'épidémie, elle va s'arrêter. Et puis mardi, on disait non, ça repart. Et donc, jeudi, on disait elle pourrait s'arrêter ou elle pourrait recommencer. Donc maintenant, on est beaucoup plus prudent Oui. sur les choses qu'on dit. Voilà. Mais peut-être, et puis parce qu'on n'a pas toujours le temps d'expliquer tout le contexte. Donc, quand on n'a pas la place, moi, j'utilise beaucoup le conditionnel. Peut-être c'est pas bien. Une chose est sûre, c'est que quand on couvre la science, on couvre l'incertitude. Ça, en fait, c'est l'incertitude. Il n'y a pas vraiment de vérité absolue. C'est la science, voilà. Même la science, elle se construit, en fait, par itération. Des vérités peuvent être remises en cause. Donc, on y va vraiment en étant, voilà, c'est pas le journaliste en fait qui affirme. Ce que dit à l'instant T ou à l'instant de la publication le consensus scientifique. C'est justement pour qu'on parle même de consensus scientifique sur un certain nombre d'états de choses. Adrienne, on risque en fait de détourner la thématique sur est-ce qu'il faut utiliser le conditionnel dans le journal scientifique ou pas. Je pense qu'on a dépassé 1 heure. Hein. On va pas excéder le temps, on va pas trop. On va pas aller à 2 heures. Est-ce que tu as d'autres choses en fait, Adrienne, que tu voudrais ajouter avant qu'on... En 15 minutes, je vais dire que j'adhère aux deux positions. Parce que je suis d'accord avec Amélie qui dit que, ayant expliqué pourquoi elle dit qu'il faut utiliser le conditionnel, je suis d'accord avec elle. Et je suis aussi d'accord avec ce que tu dis. Parce que quand on parle du contradictoire, c'est justement pour essayer d'apporter, comment dirais-je, pour éviter justement d'employer le conditionnel dans un article. Parce que quand vous utilisez le conditionnel, généralement ici, le conditionnel est employé, j'allais dire, pour des articles à problème. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, un assassinat, un fait divers, vous êtes en train de raconter, et là, vous employez le conditionnel parce que on n'a pas encore établi la responsabilité de j'allais dire, de cet assassinat ou de ce meurtre. On n'a pas encore trouvé le responsable de ce meurtre. Alors, si vous racontez une information aussi importante au conditionnel, d'entrée de jeu, les gens vont demander si c'est sérieux, pourquoi on nous la raconte au conditionnel. Donc, la chose à faire, c'est peut-être de dire, comme elle a dit, voilà, on a expérimenté ce maïs là-bas, il a marché, il a réussi, mais dans ce pays, on va aussi l'expérimenter pour voir quel sera son comportement. Donc, moi, je pense que on peut résoudre le problème en utilisant la comparaison, en prenant 2 cas. Si vous permettez que je prenne aussi pour quelques secondes la place d'un padélisme, moi je dirais oui pour le conditionnel, mais pas de conditionnel sans source et sans preuve. C'est-à-dire que c'est vraiment important qu'on précise la source et qu'on dise aussi la preuve. Pour terminer, hein, est-ce qu'on peut sortir avec les 10 commandements de l'art de raconter la science? Je ne sais pas s'il y a 1, 2, 3 choses sur lesquelles on pourrait insister avant de clore ce webinaire-là. La première chose, nous étions tous d'accord qu'il faut humaniser vraiment les récits scientifiques. Emilia dit quelque chose, il faut raconter aussi les échecs, en fait. C'est très important de raconter aussi les échecs. Adrienne a beaucoup aussi insisté sur le fait je ne sais pas si Adrienne, de comprendre vraiment la démarche scientifique aussi, c'est important lorsqu'on veut couvrir les questions de santé, des questions de science. Est-ce qu'on peut avoir une 4e, 5e, 6e, 7e chose qui sont, voilà, que les participants peuvent garder avant qu'on ne se dise au revoir? Moi, il y a peut-être une chose
deux choses. C'est d'abord se dire que même quand ça fait longtemps qu'on traite un sujet et qu'on pense le comprendre ou le connaître, toujours partir du fait qu'on ne sait pas tout et qu'on ne comprend pas tout. Ce qui n'est pas quelque chose que les journalistes aiment beaucoup dire, mais je pense qu'en science, il ne faut pas hésiter à dire « j'ai pas compris » ou je sais pas de quoi vous me parlez. Est-ce que vous pouvez prendre le temps de m'expliquer à un expert? C'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est professionnel de dire qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire être humble, tout simplement. Être humble, voilà. Et la mince, j'ai oublié la deuxième chose, mais juste merci Adrienne, parce que je pense que je vais réfléchir beaucoup plus attentivement à quand j'utilise le conditionnel. Et je vais faire attention à ce qu'il soit justifié, en fait, parce que je pense qu'effectivement, je le fais par prudence et pour me mettre un peu en retrait. Et je pense que du coup, je vais réfléchir plus à ça parce que ah oui, alors c'était la deuxième chose que je veux dire. Je pense qu'il y a des sujets, même si c'est de la science, il y a des sujets qui ont un impact considérable sur nos lecteurs. La santé, l'alimentation, probablement beaucoup plus pour vous que pour moi, les questions d'agriculture et de souveraineté alimentaire et tout ça. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on raconte. Souvent, ce que je dis aux étudiants, c'est si je fais une mauvaise critique de livre et que je conseille à mon lecteur de lire un livre alors qu'il est très mauvais, c'est pas grave. Il aura perdu peut-être 1 heure de sa journée à lire un mauvais livre. C'est pas bien grave. Mais si je dis à mon lecteur, il faut pas utiliser tel médicament parce qu'il est dangereux, ou il faut se faire vacciner parce que ça protégera à coup sûr de telle maladie, et que c'est pas vrai, ou qu'il y a un risque, ou que j'ai oublié de dire, il faut pas utiliser ce médicament sauf si, etc., etc. C'est une responsabilité très, très, enfin, c'est énorme. Voilà. Donc, il faut garder en tête cette responsabilité-là, même quand on couvre des sujets scientifiques qui ont l'air un petit peu, c'est des anecdotes ou des choses comme ça. Non, non, non. Il faut faire très attention à ce qu'on raconte à nos lecteurs. On a une responsabilité et on a une responsabilité aussi dans la confiance qu'ils auront dans les chercheurs et les travaux scientifiques. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, d'insister sur la confiance et la responsabilité. Je pense que ces deux notions très, très importantes à l'heure surtout à l'aide des réseaux sociaux et de la crise que connaît notre métier. C'est vraiment très important. Merci encore d'insister, de le rappeler. Adrienne, je pense qu'on est sur la 6e ou 7e commandement, si tu veux. Ouais, il te reste encore 3. Oui, j'ajouterais que lorsqu'on a déjà échangé avec le chercheur, il faut choisir un très bel angle. Il faut choisir l'angle de son sujet, parce qu'on peut aller chez le chercheur en fonction de ce qu'il dit. On se retrouve en train de voir que ce qu'on a pensé comme angle ne tient plus. Il faut donc bien circonscrire l'angle de telle sorte que vous puissiez vendre votre sujet facilement au rédacteur en chef. Vous le vendez au rédacteur en chef. L'autre chose que je vais ajouter, c'est utiliser tous les moyens possibles, tous les outils, les nouveaux outils possibles en fonction de votre public cible pour raconter votre histoire. Donc, n'ayez pas peur, parce que l'information scientifique est d'abord au départ une information. Donc, bien la rendre vous profite. Et la dernière chose que je vais dire, je ne sais pas si Émilie ne l'a pas déjà dit, quand vous racontez votre histoire, pensez que la science est dynamique. Pensez que la science est dynamique. Les résultats peuvent être vrais en fonction du temps, de l'espace. Et puis, si vous vous déplacez, si quelques jours passent, ne soyez pas surpris qu'on dise que ce sur quoi vous avez écrit, la recherche sur laquelle vous avez écrit n'est plus d'actualité parce que quelqu'un d'autre a trouvé telle autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous repartez chez le chercheur qui a
qui a trouvé un autre résultat. Vous devez vous souvenir de ce sur quoi vous avez été il y a quelques années et essayer de faire un rappel historique dans votre article pour ce même problème. Voilà ce qui avait été dit il y a peut-être 10 ans, machin. Aujourd'hui, on nous apporte cette autre solution. Pour combien de temps va-t-elle durer? Bon, et puis, voilà. Merci. Pour ceux qui ont pris le train en marche, au début, Emilie a également insisté sur l'explication. Il faut vraiment expliquer des notions, des thèmes, Oui. même si on couvre les questions de santé depuis longtemps, il faut expliquer pour que nos publics puissent comprendre ce sur quoi. Parfois, on a tendance à se dire que le public sait déjà, c'est vrai. Mais il peut se trouver qu'il y a certains qui me découvrent peut-être l'expression pour la première fois. Je pense que j'ai lu des articles intéressants, par exemple, qui vont dire la différence entre le changement climatique et le réchauffement climatique. Ça permet aux gens de pouvoir comprendre des trucs, des notions basiques qui sont, faut pas en fait faut pas les dépasser en fait. C'est la pédagogie, elle est très importante quand on couvre les questions de son. Je ne sais pas, Émilie, si on a répondu à la question de savoir comment lire les études scientifiques sans les déformer. Est-ce qu'on l'a abordé? C'est très compliqué. Je pense que c'est une question à chaque fois qu'on lit une étude scientifique, on se demande si on va la comprendre correctement ou pas. J'en suis jamais sûre. Et ça, parce que je produis pas moi-même des études scientifiques et parce que je travaille sur des thèmes très différents, même si c'est beaucoup de la santé, mais j'ai toujours besoin effectivement d'aller revenir d'abord vers ceux qui ont produit cette étude-là et leur dire, voilà, si moi je résume ça comme ça, est-ce que c'est juste ou pas? Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, plus intéressante quand même, c'est d'aller voir du contradictoire et donc d'aller voir des experts du même domaine, mais qui n'ont pas travaillé sur cette étude-là, et de leur dire, vous, comment vous la percevez, cette étude-là? Est-ce qu'elle apporte quelque chose de vraiment intéressant et qui va changer beaucoup le savoir ou les pratiques de cette discipline-là? Ou est-ce que finalement, ça ne fait que répéter des choses qu'on savait déjà, mais d'une façon différente? Et il y a beaucoup d'études qui font ça. Mais même encore aujourd'hui, moi toute seule, je sais jamais si j'arrive à lire une étude correctement et si je vais en rendre compte sans la déformer. Non. Voilà. Je pense qu'il faut toujours repartir vers ceux qui l'ont produite et puis chercher, retrouver des chercheurs qui n'ont pas pris part à l'étude et puis essayer de comment domestiquer la question. C'est-à-dire que voir comment ça se passe dans son pays. Si, par exemple, on a travaillé sur n'importe quoi, le changement climatique qui augmente les cas de naissance prématurée et autres, bon, revenir un peu sur la situation de la naissance prématurée dans son pays, présenter, pour comprendre que l'étude a quand même quelque chose à voir avec ce que nous vivons dans notre pays. Donc, voilà ce que je veux dire je voulais dire par domestique, je ne sais pas si le terme a été à sa place. Ouais. Bon, j'ai retenu aussi de vos échanges qu'il faut aborder la science avec beaucoup de prudence. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi aussi, Adrienne. Babaka qui met ce commentaire dans la boîte de chat. Cela a été enrichissant et merci pour la réponse apportée. Merci vraiment, Émilie. Merci aussi à Adrienne qui ont participé à ce webinaire, partager des expériences avec les confrères. Je pense que c'est très important qu'on puisse partager entre nous les bonnes pratiques, les façons de bien mener ce projet-là, de bien en tout cas couvrir la science. C'est très important et c'est aussi intéressant lorsque par exemple on a des expériences qui viennent d'ailleurs, ça permet d'avoir un horizon vraiment plus large et de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Moi, je voudrais vous dire aussi félicitations à toutes les deux parce que quand je vois journaliste depuis 1999, 2000, je me dis quand on lit
suivi les études du sociologue français, là, j'oublie un peu son nom. Jean-Marie Charon. Voilà, ouais. Jean-Marie Charon. Les moins de 15 ans quittent le métier et qu'on a des gens qui sont encore là. Franchement, je sais pas comment vous faites, mais franchement, c'est possible. Et c'est pas facile du tout. C'est pas facile vu la précarité. Franchement, courage à vous. C'est un exemple aussi, en tout cas, que vous laissez à la jeune génération qui vient de trouver ceux qui sont dans cette profession depuis avant la naissance de Facebook, de Twitter et tout. Franchement, merci et félicitations à vous. Ouais. Merci aux participants aussi qui sont restés depuis le début, qui ont également posé des questions, nourri les échanges. Je vous dis, je vous donne rendez-vous, en tout cas, la semaine prochaine pour encore une autre session. Mais on continue de tenir le flambeau parce que le journalisme ne va pas mourir, le journalisme scientifique non plus. Merci encore, Émilie. Merci, Adrienne. Au revoir et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Et même si on a commencé avant Facebook, on continue d'apprendre. Et nos échanges, moi, vont aussi me permettre de me poser d'autres questions sur ma façon de travailler. Donc, merci beaucoup. Tout à fait. Merci infiniment. Merci, Émilie. Merci aussi. Bye bye. Bye.